Donc, on va pouvoir démarrer. Donc, bienvenue dans ce webinaire. L'idée, c'était de prendre 1 heure et demie pour vous présenter les principaux résultats du projet Life Nature Adapt, avec un gros zoom évidemment sur la démarche d'adaptation au changement climatique qu'on a développée dans le cadre de ce projet. Donc, je vais vous présenter très rapidement les grandes lignes du projet et ensuite, donc c'est Christine et Jean-Patrice, je vous laisserai vous présenter à ce moment-là, qui vont présenter la démarche avec un exemple concret sur le terrain. Et puis ensuite, moi, je présenterai les enseignements du projet et les autres outils qu'on a développés au-delà de cette démarche d'adaptation. Voilà pour le déroulé. Donc, l'idée, c'est qu'on ait 1 heure et demie ensemble et évidemment, au cours de ce déroulé, on aura des temps d'échange. Donc, si ça va à tout le monde, je regarde le chat si tout est OK. Yes. Eh bien, on va commencer. Donc, le projet Nature Adapt, en bref, juste pour vous recadrer de quoi on parle. Donc, l'objectif de ce projet, c'était vraiment d'aider à l'intégration du changement climatique dans la gestion des aires protégées en France et en Europe. Donc, on a vraiment une volonté de développer des outils qui sont adaptés à différents statuts d'aires protégées, même si c'est porté par RNF. Donc, ça, c'est aussi important d'avoir en tête. Et on a un objectif à 10 ans. Donc, à l'époque, on a démarré en 2018, donc à 2028, d'avoir 80% des gestionnaires de réserve qui tiennent compte du changement climatique dans leur gestion et d'avoir emmené les autres types d'aires protégées sur cette voie. Donc, ça, c'était notre cadre global. Et donc, on a travaillé dans 3 grands axes au cours de ce projet. Un premier axe pour développer des outils et des méthodes opérationnelles pour les gestionnaires, vraiment pour les aider à s'adapter au changement climatique. Dans cet axe-là, évidemment, on a développé une méthode qu'on appelle la démarche Nature Adapt qui va vous être présentée et qui est décrite dans un guide méthodologique pour faire un diagnostic de vulnérabilité et d'opportunité et un plan d'adaptation. On a aussi développé dans cet axe-là une formation professionnelle à distance. J'en parlerai un petit peu après. Et puis, on a aussi travaillé sur la mise en réseau, la mise en place d'une communauté sur ce sujet. Donc, communauté, parce qu'en fait, on est des personnes derrière pour travailler sur le sujet de l'adaptation au changement climatique dans les espaces naturels. Et donc, on a développé aussi une plateforme en ligne pour héberger les échanges de cette communauté lorsqu'elle ne peut pas se rencontrer en présentiel. On a aussi travaillé sur ce qu'on appelle tous les leviers possibles pour favoriser l'adaptation au changement climatique. L'idée, c'était, certes, on apporte des outils aux gestionnaires, mais les gestionnaires, ils ne sont pas en autarcie, ils vivent dans un contexte institutionnel, financier, technique. Et donc, l'idée, c'était d'avoir tout un panel d'actions qui permet de favoriser le contexte dans lequel les gestionnaires peuvent mettre en œuvre l'adaptation au changement climatique. Et dans ce cadre-là, on a notamment développé quelques outils grand public, dont un MOOC avec Tela Botanica, un MOOC public, Agir pour la nature plus le changement climatique. Voilà, ça a été vraiment 3 axes forts tout au long du projet. On a démarré, donc je vous le disais tout à l'heure, mi-2018 et qui se termine là, cet été. Fin septembre, le projet se termine. Et je voulais vous parler un peu quand même de la façon dont on a travaillé avant qu'on rentre dans le vif des résultats. L'idée, c'était qu'on est parti évidemment de ce qui existe, de la littérature internationale sur le sujet d'adaptation dans les aires protégées, des besoins aussi des gestionnaires. Il y a eu une grande enquête au démarrage du projet. Et à partir de ça, on a co-construit une première version, notamment de la démarche et puis des outils qui vont avec, et qu'on a expérimenté sur 6 réserves naturelles qui sont partenaires du projet. C'est ce qu'on appelait l'expérimentation. Donc, vous avez les logos là, des 6 gestionnaires de ces réserves qui ont participé à cette expérimentation pendant 18 mois. Et puis ensuite, on a revu ces outils, cette démarche, et on les a retestés sur 15 sites, grâce à un appel à manifestation d'intérêt, et cette fois multistatut. Et donc, notamment, on avait ce site Natura 2000 Grande-Brière qui est géré par le PNR Brière qui vous sera présenté tout à l'heure. Et suite à ce test, on a à nouveau revu la démarche, les outils, et on les a finalisés, grosso modo, fin d'année dernière, début de cette année, et on est en train de déployer l'ensemble
des outils et des résultats à l'échelle nationale et européenne. Et puis, on espère évidemment que ça continuera après le projet, on s'y emploie. Voilà, vous redire, donc, c'était un projet donc, qui est basé vraiment sur l'expérimentation et qui a été aussi très collectif. Donc, on est 10 partenaires, je vous ai cité les 6 réserves, et puis on a évidemment aussi l'Europarc, le Muséum et Tela Botanica qui ont participé activement à l'ensemble des actions du projet. Nos financeurs qui ont financé, mais qui ont aussi participé du côté technique du projet, donc l'Europe, le ministère et puis l'OFP. Et puis, on a eu aussi la Fondation Capellino en mécène à la fin. Et puis évidemment, les 15 tests qui n'apparaissent pas là, mais qui ont participé aussi largement au projet, au-delà du test. Oui, il y a déjà une question. Ah, on ne vous entend pas, il faut activer votre micro. Oui, Philippe Bouchaz, vous m'entendez? Oui. Oui, bon, simplement une remarque. Une remarque là, le projet s'arrête fin 2023, de ce que j'ai compris, mais l'adaptation au changement climatique demande d'adapter en permanence les plans d'action en fonction de leur évolution. Donc, quelle sera la suite de ce projet dans le sens de fait Je pensais qu'on aurait cette question à la fin du Ah bon. webinaire, mais on peut y répondre maintenant. Effectivement, ça fait partie de la présentation qu'il y aura après sur l'idée de la démarche. Effectivement, on est obligé de s'adapter en continu. Et donc, sur la suite du projet, on a plusieurs suites qui se profilent, notamment via le Life Biodi France porté par l'OEP, qui devrait démarrer début 2024, où on a inscrit un certain nombre de suites du projet, notamment l'expérimentation sur l'outre-mer, l'expérimentation aussi sur Natura 2000 de façon plus approfondie, et puis le développement d'une boîte à outils et l'animation de réseau, justement, et la mise en place d'une animation de réseau à différentes échelles, à l'échelle nationale et la suite de l'animation sur notamment la communauté Nature Adapt. Et puis, on travaille avec l'OFB à pérenniser la formation qu'on a développée aussi. On travaille aussi avec d'autres projets, notamment le MAP France et le Conservatoire du Littoral, qui ont des projets d'adaptation au changement climatique dans lesquels on va intervenir aussi au titre de Nature Adapt. Et puis, on va aussi développer une offre de services à RNF pour accompagner les différents acteurs sur ce sujet-là. Voilà. Donc, c'est en cours, mais voilà, il y a plusieurs pistes. D'accord, donc ça sera enfin, je veux dire, ce réseau va Ça perdurer, ouais. continuer de vivre. On s'y attelle pour que ça perdure, ouais. Ok, merci beaucoup. Merci. Donc là, je vous ai mis la carte des 21 sites qui ont participé au projet. Donc en bleu, vous avez les 6 réserves qui ont fait l'expérimentation, et puis en vert, les 15 sites tests. Donc, vous voyez qu'il y a différents statuts, différentes aires biogéographiques, et puis évidemment, il y a aussi différents types de milieux qui ont qui ont été testés avec la méthode. Voilà pour le cadrage rapide du projet. Et puis l'idée, c'est que je passe la parole à Christine et Jean-Patrice. Je laisse vous présenter et puis ensuite faire la présentation de la démarche. Et puis on aura un temps d'échange après ça et les enseignements. Bonjour à tous, moi donc c'est Christine Coudurier, je travaille à Réserve naturelle de France en tant que chargée d'études sur le projet Life Nature Adapt, donc avec Anne Cerise et puis la petite équipe au sein de Réserve naturelle de France, et j'ai notamment contribué au développement des différents outils, et à l'animation des différents outils qu'a présenté Anne Cerise, le développement de la méthodologie, le suivi de la phase d'expérimentation et de la phase de test, le guide Nature Adapt et puis le Cook, donc la formation en ligne, un petit peu tous ces éléments-là pour aller un peu vite. Voilà. Jean-Patrice Damien du Parc naturel régional de Brière. Je développe un service biodiversité et changements globaux, et dans le cadre de la phase test du Life Nature Adapt, j'ai eu le plaisir d'encadrer Elisa Tuaillon qui a réalisé tout le test et toutes les démarches pour nous.
sur le territoire. Alors, on va présenter, donc, comme l'a dit Anne-Cerise, hein, le cœur un peu du projet, enfin, en tout cas, un des éléments phares des résultats du projet, hein, qui est la méthodologie NatureAdapt d'adaptation au changement climatique. Donc, c'est plutôt une méthode, hein, donc, qui permet en fait de prendre en compte le changement climatique et ses impacts dans les pratiques de gestion des aires protégées à l'échelle d'une aire protégée. Comme vous l'avez vu, hein, elle s'adresse à tout type d'aires protégées. C'est pour ça qu'on a travaillé pendant la phase de test avec différents statuts. C'est pour pouvoir l'adapter à tout type d'aires protégées. Et en fait, elle consiste, la démarche ou la méthodologie NatureAdapt consiste à élaborer un diagnostic de vulnérabilité et un plan d'adaptation au changement climatique. Et cette méthodologie peut se mettre en œuvre à n'importe quel moment du document de gestion de l'aire protégée. Peu importe là où en est l'aire protégée par rapport à son document de gestion, elle peut à n'importe quel moment intégrer le changement climatique dans ses réflexions. Alors, ça, Anne-Cerise vous l'a déjà dit, hein, c'est une méthodologie, on n'est pas parti de rien pour élaborer cette méthodologie, on s'est appuyé sur ce qui existait à l'échelle internationale quand on a démarré le projet en 2018. Il y avait surtout des exemples, hein, en Amérique, Mexique, un peu Espagne. Et sur cette base-là, on a co-construit un premier cadre. On a ensuite donné en pâture, j'allais dire, aux sites expérimentaux avec lesquels on a co-construit vraiment une démarche qu'on a de nouveau livrée à 15 nouveaux sites, hein, pour voir si elle était opérationnelle et si elle passait l'épreuve du terrain. Donc, en fait, elle a bien été co-construite et testée sur 21 aires protégées de différents profils. C'est une démarche, hein, donc ça implique, en fait, ce n'est pas une étude scientifique, c'est vraiment une démarche prospective qui va consister en fait à se projeter dans le futur, essayer d'imaginer comment va évoluer l'aire protégée sous l'effet du changement climatique dans le futur. Donc, dans cette démarche-là, hein, il y a aussi des fortes incertitudes qui subsistent, notamment parce que le travailler sur le changement climatique, c'est travailler sur les incertitudes et ça implique aussi, hein, qu'il reste aussi des incertitudes sur comment le changement climatique va impacter la nature. Donc, l'objectif pour nous, ça a été plutôt de construire un cadre de réflexion, un cheminement qui permet aux gestionnaires de se poser des questions sur comment va évoluer l'aire protégée et puis de donner aussi des conseils pour y répondre. C'est une démarche qui se caractérise par des itérations régulières, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avance d'un pas dans la démarche, on peut être amené à revoir un peu les étapes précédentes de la démarche, ce qui est assez caractéristique effectivement des démarches prospectives et puis dans lesquelles il subsiste pas mal d'incertitudes. Un point important qui a été un peu, hein, qui fait écho à la question qui a été posée, hein, c'est qu'en fait, elle marque le début de l'adaptation. Une fois qu'on met le doigt dans le changement climatique, si je peux dire ça comme ça, en fait, on pense changement climatique tout le temps. Donc, en fait, il y a un début à l'adaptation, mais il n'y a pas de fin. Voilà un peu pour les caractéristiques de la démarche. Alors, en fait, elle a été construite autour de 4 grandes étapes, hein, ou de grandes phases. Une première phase qui est une phase d'immersion et de cadrage, alors qui vise à s'immerger en fait dans ce qu'est le changement climatique, comprendre ce qu'est le changement climatique global, et puis se réapproprier ou connaître les caractéristiques de l'aire protégée, parce qu'on va avoir à travailler sur l'aire protégée. Donc, il faut arriver à se remettre un peu dedans. Et puis, bien sûr, quelque chose d'essentiel qui est de cadrer et de planifier sa démarche d'adaptation. Au final, on produit une note de cadrage de la démarche, ce qui permet de poser les bases des futures étapes. La seconde étape est une étape d'analyse, l'étape d'analyse prospective. C'est vraiment l'étape clé dans la démarche d'adaptation. Et cette étape d'analyse prospective, elle comporte deux grandes étapes qui sont d'abord d'analyser et comprendre le climat passé et futur à l'échelle de l'aire protégée. Une fois qu'on a compris comment va évoluer le climat, on est en capacité d'analyser ses effets directs et indirects sur l'ensemble de l'aire protégée. Et c'est cette étape d'analyse prospective qui permet de produire le diagnostic de vulnérabilité et d'opportunité de l'aire protégée. La quatrième grande phase, c'est l'adaptation de la gestion, hein, qui consiste, une fois qu'on a bien compris ce qui allait se passer, à définir une stratégie d'adaptation et puis les actions qui permettent en fait, de répondre en fait,
aux vulnérabilités de l'aire protégé, et puis d'alimenter aussi le document de référence de la gestion de l'aire protégée. À cette étape-là, on produit le plan d'adaptation de l'aire protégée. Une étape essentielle aussi, c'est l'étape de bilan et de capitalisation qui vise en fait à permettre de prendre du recul sur ce qu'on aura vécu pendant la démarche d'adaptation, parce qu'une démarche d'adaptation au changement climatique, c'est un cheminement qui peut poser des questions, bousculer un peu, donc il faut prendre du recul. Et c'est aussi essentiel à ce moment-là de partager les résultats, nos propres résultats avec l'ensemble de son équipe, mais aussi de l'aire protégée, et puis de faire un retour d'expérience au pair, puisque en fait l'objectif, c'est vraiment de diffuser ce qu'on a fait, et pour les sites qui vont s'engager à l'avenir, c'est essentiel de pouvoir se raccrocher en fait aux expériences de ceux qui l'ont déjà fait. Et à cette étape-là, il est conseillé de produire un bilan. Toutes ces étapes s'appuient sur en fait la biblio, des données sur la bibliographie, sur aussi pour tout ce qui concerne le climat, sur des données qui peuvent être issues de ce qu'on appelle des services climatiques, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure, et aussi sur les dires des acteurs et des experts. C'est vraiment, on va travailler à dire d'experts. C'est vraiment important. Et à chacune des étapes, on estime que la démarche d'adaptation, en fait, elle prend à peu près 50 à 80 jours pour être menée, les 4 grandes phases. Le tout est étalé sur 12 à 18 mois. Il y a besoin de temps de réflexion, un peu des temps de pause tout au long de la démarche. Donc en gros, voilà, il faut à peu près ce temps-là. Et comme vous le voyez, un peu, on a essayé de chiffrer un peu, d'évaluer un peu le temps pour chacune des grandes phases. Donc on estime que l'immersion et le cadrage, c'est 15 à 20% du temps qu'on va dédier à la démarche. L'analyse prospective, qui est la phase principale, c'est 40 à 45% du temps qu'on va y passer. Et puis, la démarche d'adaptation de la gestion, c'est 30%. Et puis, 10% du temps pour le bilan et la capitalisation. Vous voyez que l'analyse prospective, c'est vraiment l'étape importante. Une fois qu'on a fait son plan d'adaptation, qu'on a fait son bilan, et bien sûr, on va passer à la mise en œuvre de son plan d'adaptation et on passe dans ce qu'on appelle une mise en œuvre adaptative, une mise en œuvre de la gestion adaptative. Et ça, il n'y a pas de fin, comme on le disait. Alors, si on rentre un peu dans le détail, la première phase d'immersion et cadrage. L'immersion, on l'a déjà dit, c'est s'immerger dans le sujet des changements climatiques, ce qui est quand même souvent, alors même si on a une connaissance globale, c'est bien de se réapproprier un peu cette thématique-là et puis se replonger un peu dans ce qu'on appelle le socio-écosystème de l'aire protégée. C'est aussi une étape où on va cadrer la démarche, donc on va notamment réfléchir à c'est quoi les objectifs de notre démarche d'adaptation et à quelle échelle spatiale on va essayer de mener cette démarche. Vous verrez un peu par la suite que la question de l'échelle spatiale, elle est importante parce qu'en fait, souvent, la démarche d'adaptation peut dépasser un peu le territoire strict de l'aire protégée. Et on va aussi devoir faire à cette étape des choix de ce qu'on a appelé, nous, des objets d'analyse. On va devoir, en fait, décider sélectionner sur quoi on va porter l'analyse prospective. Et ces objets d'analyse vont refléter l'aire protégée. Ils doivent refléter l'aire protégée. Et pour ça, en fait, on a choisi de représenter l'aire protégée dans sa globalité autour de 4 principales composantes qui sont la composante climat, qui est essentielle, puisqu'on parle de changement climatique. Et dans ce cas-là, les objets d'analyse vont porter sur des paramètres et indicateurs climatiques structurants de l'aire protégée, c'est-à-dire les paramètres et indicateurs climatiques qui font que l'aire protégée est ce qu'elle est. Et ce n'est pas les mêmes, par exemple, qu'on soit en montagne ou qu'on soit en bord littoral ou en plaine alluviale. La deuxième composante à laquelle on s'intéresse, c'est les activités humaines. Et là encore, c'est celle il va falloir sélectionner un certain nombre d'objets parmi ces activités humaines, et c'est celles qui ont le plus d'influence sur le patrimoine de l'aire protégée. La troisième composante, c'est le patrimoine naturel. On est là pour gérer du patrimoine naturel. Donc, du coup, là encore, il va falloir sélectionner parmi ce patrimoine naturel dans cette composante, un certain nombre d'objets qui peuvent être des espèces, des milieux qui sont représentatifs de l'aire protégée. C'est ceux qui caractérisent le mieux l'aire protégée ou emblématiques de l'aire protégée. Ceux qui font qu'en fait, les acteurs sont attachés, par exemple, à certaines espèces, certaines composantes qui sont vraiment importantes. La quatrième composante, c'est la gestion, en fait, ce qu'on appelle les outils et moyens de gestion de l'aire protégée.
Et en fait, c'est vraiment en fait, les principales actions et moyens qui sont mis en œuvre pour préserver le patrimoine naturel de l'aire protégée. La sélection des objets, c'est quelque chose qui est vraiment important, hein, qui est vraiment une étape importante. Et on conseille d'en choisir entre 20 et 25 objets d'analyse parmi activités humaines, patrimoine naturel et aires protégées. Et à ça, on rajoute un peu entre 5 et 10 paramètres maxi, paramètres climatiques. À cette étape, on va aussi choisir avec qui travailler et comment, hein, puisque en fait, la concertation, la mobilisation des acteurs, elle est essentielle dans une démarche d'adaptation. Donc, c'est les acteurs du territoire qu'on va associer, mais aussi les experts avec qui on va travailler sur les parties climatiques ou analyse de la vulnérabilité. Et puis, on va aussi réfléchir à comment on va organiser la gouvernance, puisque à chacune des étapes, il va falloir quand même valider certaines étapes. Et puis, faire le point aussi sur les démarches d'adaptation en cours sur le territoire. C'est toujours important de se connecter à ce qui existe déjà sur le territoire. Et puis, le cadrage, hein, planifier avec qui les principales étapes et, de notre démarche d'adaptation et les moyens dédiés. Et là encore, hein, tout ça, on s'appuie sur la bibliographie, les services climatiques, et puis la mobilisation des acteurs et des experts. Et à cette étape-là, je laisse la parole à Jean-Patrice. Merci Christine. Donc juste une petite présentation très synthétique du territoire en question, du territoire test. Donc qui pour nous était le site naturel Natura 2000 Grande Brière, Marais de Donge et du Brivet. Donc qui se situe au nord de l'estuaire de la Loire et qui représente une vaste zone humide de près de 20 000 hectares, donc classée au titre de la directive Oiseaux et Habitat, et qui s'étend sur une vaste plaine tourbeuse rétro-littorale, donc historiquement sous influence des marées, mais qui a été isolée, je dirais, depuis 2 siècles de cette influence liée à la présence de l'estuaire de la Loire à proximité. En termes de pression sur ce territoire, bien évidemment, territoire de marais, la gestion de l'eau est une contrainte ou un enjeu important, avec effectivement des conflits en termes d'usage entre ceux prônant une intervention et un assèchement assez rapide du marais, notamment dans les phases estivales, et ceux voulant maintenir un niveau d'eau le plus élevé. Bien évidemment, c'est un enjeu en termes d'usage. Nous allons retrouver des pratiques agricoles pour l'essentiel, des pratiques cynégétiques, halieutiques, mais également touristiques. Et puis, effectivement, on est sur un milieu vivant, dynamique, avec ses propres dynamiques internes, notamment en termes de zones humides, avec une évolution progressive vers un certain comblement de la zone humide, enfrichement de la zone humide, et en tout cas boisement, dès lors qu'il n'y a plus une exploitation, notamment par l'agriculture, de certains de ces espaces. L'autre grosse pression sur les milieux, c'est les espèces exotiques envahissantes. Alors, en Brière, on a pu être qualifié de hotspot de l'invasion biologique, et ce n'est pas tout à fait faux, hein. On expérimente beaucoup dans les parcs, et là, sur le site Natura 2000, on a effectivement, malheureusement, et bien indépendamment de notre volonté, beaucoup d'espèces invasives. Dans la petite composition de photos, on retrouve de la jussie en haut, qui est présente très largement, et notamment sur les prairies inondables tourbeuses. L'écrevisse de Louisiane, qui en quelques années a colonisé l'ensemble des nappes d'eau du Marais. Et la nouvelle venue, et j'alerte ceux qui travaillent dans des zones humides, soyez particulièrement vigilants à la crassule de Helms, même écologie de la jussie, mais encore moins de moyens de gestion. Donc là, voilà, c'est une arrivée assez perturbante pour le territoire depuis quelques années. Je passe sur le ragondin, bien évidemment, l'ibis sacré, une palourde mexicaine, bon, la liste est longue. Et puis, on n'est pas un territoire isolé. En fait, si les marais sont peu urbanisés par essence et ont été relativement bien protégés dans notre secteur, par contre, on est sur une région très attractive, région littorale, donc une attraction touristique, mais également région industrielle avec un port autonome, avec
de l'industrie navale et aéronautique qui sont un gros bassin d'emploi pour le département de Loire-Atlantique. Donc, effectivement, une urbanisation périphérique au site Natura 2000 avec des conséquences telles que l'imperméabilisation des sols, l'accélération des flux hydrauliques vers le marais, voire des pollutions liées aux stations d'épuration qui peuvent se produire. Donc, voilà, une urbanisation périphérique croissante et toujours en phase croissante. Donc, dans le cadre du test, comme le disait Christine, il a fallu quand même un petit peu cadrer. Donc, d'un point de vue méthodologique, on est un grand milieu, un site relativement important avec tout un gradient d'habitat. Et donc, on a étudié 27 composantes, 5 habitats, 9 espèces ou groupes d'espèces, 7 usages et 6 outils de gestion. La sélection des habitats et des 9 espèces ou groupes d'espèces, c'est basé sur en fait les espèces et habitats identifiés dans le cadre des DOCOP qui sont actuellement en cours, mais qui datent du début des années 2000. Et puis, histoire de complexifier un petit peu les choses, on a travaillé sur 2 scénarios eau, comme je le disais, un territoire de marais, la gestion de l'eau est importante. Avec une gestion constante, c'est-à-dire inondation l'hiver et exemptation au printemps pour mise à l'herbe du bétail, et un autre scénario qui était de salinisation. Et effectivement, on va subir également la remontée du niveau de la mer périphérique, et avec certains enjeux, il risque et il y a déjà des volontés qu'on restaure sur le territoire des flux venant de l'estuaire et donc avec une salinisation à nouveau du marais qui ne serait pas sans conséquences pour les dynamiques, mais qui répondent aussi à des enjeux liés par exemple à l'arrivée de sécheresses importantes et de compenser ces sécheresses par des envois d'eau. Donc, bien évidemment, pour les écologues qui participent, vous voyez bien que ça peut avoir des conséquences très importantes en termes de dynamique des habitats et des espèces. On s'est appuyé sur des références bibliographiques et également sur des dires d'experts, tant en botanique et écologie, sur les dynamiques d'évolution. Mais là, comme l'évoquait Christine, on déblaye et pour beaucoup, c'était très difficile de se positionner sur les projections. Tout en étant expert de leur domaine, la projection est difficile. Juste pour préciser, c'est que cette méthodologie elle demande des moyens quand même à être mise en œuvre, moyens d'autant plus conséquents que le nombre d'objets d'études, et on n'a pas été exhaustif avec les 27 choisis, sont importants et que le territoire est vaste. Et donc, nous, on a pu s'appuyer sur le recrutement pour la phase test d'une agent, Elisa Tualion, qui a mené pour nous cette enquête et qui a permis d'animer tous les travaux et de la mobilisation locale, qui s'est faite à travers de 2 ateliers, notamment du groupe technique qui a été constitué parmi les personnes invitées au comité de pilotage Natura 2000. Donc 2 groupes qui ont réuni 2 fois 15 personnes pour des temps collectifs de travail et d'évaluation. Un temps d'échange avec les gestionnaires locaux des sites Natura 2000 parce qu'il nous est assez vite apparu nécessaire de travailler à l'échelle du réseau Natura 2000, d'autant plus pour favoriser soit les déplacements, soit les accueils d'espèces et d'avoir une vision non pas locale de la gestion, mais d'intégrer des partenariats avec les sites périphériques. Et puis, il y a eu des entretiens semi-directifs avec des personnes ressources sur le territoire, des acteurs locaux qu'on n'arrivait pas à capter au sein du COPIL Natura 2000 et qui ont été enquêtés. Ce travail a été soumis et encadré par 2 comités de pilotage Natura 2000, un dédié au lancement de la démarche et l'autre sur la restitution des premiers résultats de cette démarche. C'était un test, on n'a pas pu le mener de notre point de vue totalement, et donc effectivement, il y a une suite à donner à cette phase de test. Voilà. Alors, merci. Ouais. Et on va justement parler de la 2e phase de la démarche, donc l'analyse prospective.
On va vous présenter un peu tout ça. Alors, on l'a dit hein, en introduction, la démarche NatureAdapt, l'objectif, c'était vraiment de proposer un questionnement, des questionnements aux gestionnaires pour en fait, qu'ils puissent cheminer à travers ces questionnements pour mieux comprendre l'effet du changement climatique sur leur aire protégée. Donc, on va vous présenter maintenant le questionnement. Hein. Donc, on a parlé dans la phase d'analyse prospective, on va commencer par se poser des questions autour de la composante climat. Et la question, hein, c'est quelle est l'évolution passée et surtout quelle est l'évolution future du climat local. L'objectif de ce questionnement permet en fait de produire une analyse climatique et de construire un récit climatique de l'aire protégée qui va raconter un peu comment va évoluer le climat, comment a évolué et va évoluer le climat local de l'aire protégée. La deuxième composante pour laquelle on va mener une analyse, hein, c'est la composante activité humaine. Et le questionnement qu'on va se poser par rapport aux activités humaines, c'est comment ces activités vont-elles évoluer sous l'effet du changement climatique. Une fois qu'on a compris comment le climat va évoluer, on peut essayer d'envisager comment ces activités humaines vont évoluer. Par exemple, on peut se poser, voilà, le tourisme sur certaines zones va exploser parce que, par exemple, en montagne, il va faire plus frais et si jamais les canicules augmentent, les touristes vont probablement aller chercher un peu de fraîcheur. Donc, on peut s'attendre à ce que la pression touristique augmente sur les aires protégées de montagne. La troisième composante, hein, c'est le patrimoine naturel, puisque c'est le cœur en fait hein, de notre préoccupation. Et là, on va se poser la question de c'est quoi les effets directs finalement du changement climatique sur le patrimoine naturel, sur les objets patrimoine naturel qu'on a sélectionnés. Mais on va aussi se poser la question de c'est quoi les effets des activités humaines sur ce patrimoine naturel. C'est pour ça que dans l'analyse, on préconise de traiter les activités humaines avant le patrimoine naturel, puisqu'en fait, le patrimoine naturel va être soumis en fait à deux effets du changement climatique, un effet direct et un effet qu'on peut qualifier d'indirect, qui est lié en fait à l'évolution des activités humaines sous l'effet du changement climatique et qui va influer sur le patrimoine naturel. On va aussi se poser une question importante, c'est quelles sont les espèces et les habitats nouveaux qui pourraient arriver. Il y a forcément des choses qui vont disparaître avec le changement climatique, mais il y a aussi des choses qui vont apparaître, hein, puisque les espèces vont remonter vers le nord ou vont monter en latitude et en altitude, enfin, vont bouger en latitude et en altitude. Donc, du coup, ça va bouger. Et donc, il faut se poser la question de qu'est-ce qui pourrait apparaître. À cette étape-là, on a aussi les premières pistes, forcément des premières pistes d'adaptation qui vont apparaître et il ne faut pas s'interdire de se les noter. Christine, tu as une question sur le chat. J'ai ça passé vite. Sur l'analyse climatique, à quelle échelle temporelle pour l'évolution passée? Pour l'évolution passée, on ne donne pas forcément d'échelle, hein, ça dépend un peu de combien de temps vous disposez de données sur le climat passé. Hein. Entre 30 et les sites hein, ont pu remonter certaines données sur les 30 dernières années, voire maximum 60 dernières années. Après, si vous avez des données plus anciennes, hein, c'est vraiment quelque chose que je dirais dans la diapo suivante, mais que je vais dire tout de suite quand même aussi, c'est que en fait l'idée c'est vraiment de se tracer, d'imaginer en fait les tendances, ça a évolué comme ça. Il ne faut pas se perdre dans les données climatiques. On peut vite se perdre dans l'analyse climatique parce qu'il y a beaucoup de choses à analyser et parce que c'est super intéressant. Mais du coup, il ne faut pas non plus y passer trop de temps. Hein, comme on a vu, on a essayé de mettre un volume de temps parce qu'en fait, finalement, pour comprendre ce qui va se passer à l'avenir, les tendances suffisent. Et c'est pareil pour le passé, c'est les grandes tendances. Donc voilà, la consigne, c'est pas de remonter trop loin. Hein, voilà, les 30 dernières années permettent déjà l'objectif hein, de se projeter dans le climat passé, c'est de voir s'il y a déjà des effets tangibles du changement climatique qu'on peut noter. Donc 30 ans, c'est vraiment maximum. J'espère que ça répond à la question. Une fois qu'on a analysé la composante patrimoine naturel, et ben on va se poser la question de quels sont les... J'ai perdu ma...
Voilà, merci. Sinon, on peut pas. Et en fait, on va se poser la question de comment Alors là, comment est-ce que le changement climatique va influer directement sur la composante outils et moyens de gestion, mais aussi comment est-ce que les évolutions du patrimoine naturel et des activités humaines vont influer sur la gestion. Hein, donc, c'est vraiment quels vont être les effets conjugués sur nos outils et moyens de gestion. On prend souvent des exemples sur outils et moyens de gestion. C'est quoi les grandes… par exemple, si vous avez des infrastructures sur des sites littoraux, il faut penser au fait qu'à un moment ou à un autre, le risque de submersion marine peut impacter par exemple, vos infrastructures, si vous utilisez des troupeaux pour le pâturage, il peut y avoir des risques pour ces troupeaux, ces choses comme ça. C'est un peu ça qu'il faut arriver à imaginer sur cette étape outils et moyens de gestion. C'est aussi se questionner sur cette étape-là, sur est-ce que la gestion que je mène actuellement, est-ce qu'elle est adaptée ou pas au changement climatique, à ce que je vois arriver en termes de changement climatique. Et comme pour la composante patrimoine naturel, s'il y a déjà des pistes d'adaptation de la gestion qui apparaissent à ce moment-là, on se les note pour pouvoir les réutiliser dans la phase suivante de la démarche, dans la phase adaptation de la gestion. Alors, une fois qu'on a produit ces analyses permettent de produire le diagnostic de vulnérabilité et d'opportunité de l'aire protégée. Et on conseille souvent de terminer un peu ce diagnostic de vulnérabilité et d'opportunité par ce qu'on appelle un récit prospectif de l'aire protégée qui va raconter en fait comment va évoluer l'aire protégée, donc ses principales composantes, comment ça va évoluer dans le futur. C'est vraiment l'idée de synthétiser un peu les différentes analyses, puisqu'on analyse composante par composante. Là, l'idée, c'est de raconter ce qui va se produire pour l'aire protégée. Et c'est vraiment le récit de l'aire protégée dans le futur. Il peut prendre différentes formes. Il y a des sites qui ont raconté des histoires. Le site naturel raconte lui-même ce qui devient à l'avenir. Ça peut être sous la forme de schémas, ça peut être de cartographie. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir cette vision synthétique et globale du futur de l'aire protégée. Alors, pour rentrer un peu dans le détail sur l'étape de l'analyse du climat, comme on l'a déjà dit, les objets d'analyse, c'est des paramètres et indicateurs climatiques qui sont structurants pour l'aire protégée. On va analyser comment ils vont évoluer dans le passé et dans le futur. À cette étape-là, il y a un certain nombre de choix méthodologiques qui sont à faire, notamment quand on parle de climat futur, on va utiliser en fait la modélisation climatique. Donc là, il y a plusieurs modèles qui existent. Il y a plusieurs scénarios qui existent, ce qu'on appelle les RCP, qui ont changé dernièrement, mais plusieurs scénarios d'émissions de gaz à effet de serre qui vont en fait influer sur les résultats futurs. Et puis, on va travailler à différentes échelles, à différents horizons temporels. La modélisation climatique se décline sur des horizons proches, des horizons moyens ou des horizons lointains. C'est avec des pas de temps à 2030, 2050, en gros, centré sur 2050 pour l'horizon moyen ou centré sur 2070 pour l'horizon lointain, et là, qui nous porte jusqu'à 2100. Vous savez qu'on parle souvent, il fera telle température en 2100. En fait, on est sur un horizon lointain, vraiment sur l'horizon lointain. Pour la gestion, la majorité des sites en retour d'expérience ont travaillé sur un horizon 2050 pour que ce ne soit pas non plus trop lointain, pour voir ce qui se passe en 2050 et avoir en fait, la vision d'une évolution sur 2050. Les sources de données pour la partie climat, pour le climat passé-présent, ça peut être des stations météo locales si vous disposez si elles existent dans votre périmètre. Ça peut être aussi un certain nombre d'analyses qui sont déjà faites dans des études qui existent sur le territoire, notamment par exemple les PCAET, c'est ce genre de choses, de démarches d'adaptation déjà existantes. Ils ont souvent des synthèses qui sont déjà existantes, donc il ne faut pas hésiter à se raccrocher à tout ça. On peut aussi solliciter des experts climatiques locaux. On peut s'appuyer en fait sur des observatoires ou des GIEC régionaux qui se développent de plus en plus, qui peuvent vraiment vous aider pour toutes ces étapes-là. Et puis sinon, on va aller chercher un peu de données sur deux grands sites, deux grands services climatiques portés par Météo France, qui sont Climat HD ou DRIAS. Donc, Climat HD propose des synthèses assez simples à des échelles régionales avec déjà des synthèses déjà produites. Et puis, sur le service climatique DRIAS, là, il faut un peu plus
s'approprier le service climatique en lui-même et on peut produire un peu ces analyses soi-même. C'est assez captivant. Mais du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, par contre, ça peut prendre du temps. Les grandes tendances suffisent pour analyser l'évolution climatique. Donc, il faut faire attention à ne pas s'y perdre, même si, encore une fois, ça permet une montée en compétences qui est très intéressante et puis c'est passionnant. Mais voilà, il ne faut pas s'y perdre. Et les résultats qu'on produit pour tout ça, c'est ça peut être, donc c'est une synthèse climatique qui va comprendre des graphiques, des cartes, des tendances et un récit climatique qui raconte l'évolution du climat futur. J'ai vu, Anne-Cerise, hein, que tu as mis effectivement, qu'en 2050, l'horizon 2050, hein, il y a moins d'incertitudes sur les projections. Donc c'est pour ça que c'est, en fait, en 2100, on va être beaucoup sur plutôt sur la grande tendance. Donc, c'est pas mal de passer à 2050. Je laisse la parole à Jean-Patrice qui va nous raconter comment ça s'est passé pour eux sur cette analyse climatique. Merci Christine. Alors nous, on est un peu tombé dans le travers de la chronophagie de la démarche. Donc effectivement, c'est long. Donc on a exploité bien évidemment les données locales des stations Météo France, les sources DRIAS, Climat HD que tu as citées. On a également intégré, nous, les données du CHOM, donc qui est le service, entre guillemets, de suivi des marées pour intégrer l'évolution du niveau marin. Et puis, on s'est appuyé également sur du dire d'experts, entre guillemets, pour confirmer nos résultats d'un membre du GIEC Pays de la Loire, donc Marc Robin, que je remercie pour sa participation. Ce travail, nous, il a été vraiment utile parce que si certains sont convaincus du changement mais ont du mal à l'évaluer au-delà de leur propre perception, au-delà de leur propre perception. D'autres étaient un peu sceptiques, hein, demeurent à être sceptiques. Donc, effectivement, le travail sur les données récentes, puisque nous, on est parti de 1961 à 2019, donc sur les 50 dernières années, ont pu établir quand même des éléments d'appréciation. Donc, si actuellement, nous, on connaît sur notre territoire une température moyenne annuelle de 12 degrés 2, c'est une température qui, depuis 50 ans, est en augmentation de 1,2 à 1,8 degrés. Notre climat tempéré se traduit par un nombre de jours actuellement de gel de 20 jours, ce qui est standard, mais effectivement, sur la période précédente, ce nombre de gel est soit resté stable, soit a diminué de 15 jours. Là, on est un petit peu moins précis sur la fiabilité, entre guillemets, de cette évolution récente. Sur les jours de l'ensoleillement, on n'a pas pu travailler, entre guillemets, parce qu'on n'avait pas les données. C'est des choses qui existent. Et puis, sur les tendances d'évolution de la pluviométrie, si on a les données, là, il n'y a rien de vraiment net. En fait, c'est très contrasté avec des grosses variations selon les années sur la période et on n'a pas vu d'évolution, soit à la hausse, soit à la baisse, ni même vraiment dans la répartition différente des pluies. On pourrait s'imaginer plus de pluie hivernale, moins en été. Bah, pour l'instant, on ne voit pas vraiment de grandes tendances d'évolution. L'autre tendance d'évolution que j'évoquais, c'est qu'effectivement, on a une remontée du niveau de la mer, donc qui pour l'instant, chez nous, à l'intérieur des marais, ne se voit pas parce que les marais sont stoppés par des ouvrages hydrauliques. Mais effectivement, combien de temps ce blocage va pouvoir perdurer, hors événements climatiques exceptionnels, type tempête et autres. Et donc, si on regarde les tendances d'évolution à un niveau intermédiaire ou à plus long terme, eh ben on est à des augmentations de température qui commencent à être significatives et je dirais dans la même gamme de mesures que sur les 50 dernières années, avec à l'horizon 2040-2070, plus 1 degré 3 ou à 1 degré 8 de température moyenne sur le territoire, mais à un horizon plus lointain, on pourrait atteindre les plus 3 degrés 4 d'élévation de température. À horizon intermédiaire, on a une division par deux quasiment des possibles, en tout cas projeté par deux des nombres de jours de gel. Donc pour les frileux, ça peut être une bonne nouvelle, mais pour les arboriculteurs et autres, c'est quand même assez inquiétant pour eux. Et puis à l'horizon lointain, c'est une quasi-disparition des jours de gel qui est annoncée
avec là soit division par 2, voire des 3/4 du nombre de jours de gel. Par contre, en termes de journées d'ensoleillement, voilà, on est à ce qu'on n'avait pas pu faire sur les périodes passées, on a pu l'évaluer. Et donc, à horizon moyen, on aurait une trentaine de jours, jusqu'à une trentaine de jours de plus, à plus de 25 degrés. Et puis, à horizon lointain, voilà, on double quasiment le nombre de jours à plus de 25 degrés par rapport à l'actuel. Sur la pluviométrie, si on n'avait pas observé de tendance significative, eh ben, pour les années futures, on a une forte incertitude. Et donc là, pour l'instant, on n'a pas pu dégager de tendance. C'est toujours la question, entre guillemets, de la variabilité interannuelle qui ne permet pas de dégager de tendance. Par contre, effectivement, au niveau de l'élévation du niveau de la mer, à l'horizon 2040-2070, on s'attend à un peu plus de 200 mm d'augmentation du niveau de la mer par rapport à l'actuel, et puis une élévation de quasiment… je vois qu'il y a un M qui m'a surpris, hein. 530 plus 720 mètres. Non, rassurez-vous quand même, on n'est pas à ce niveau-là, mais on est en millimètres, hein. Et il y a une petite erreur de frappe. Pour ceux qui habitent par chez nous et qui assistent aujourd'hui, rassurez-vous, le M est à enlever, faudra modifier, c'est une coquille. Mais donc, une élévation de plus de 500 mm est attendue pour l'horizon lointain. Alors, je reprends la parole pour vous présenter donc l'analyse sur les 3 autres composantes. Sur les 3 autres composantes, en fait, la démarche propose des étapes qui sont assez communes pour activité humaine, patrimoine naturel et gestion. On a dit qu'il fallait faire une sélection d'objets pour chacune de ces composantes. Donc, une des premières actions qu'on va devoir faire, c'est d'affiner sa liste d'objets. Ça fait partie de ce qu'on appelle les itérations de la démarche. Donc, une fois qu'on a fait l'analyse climatique, on est plus à même de sélectionner mieux ces objets par composante. Pour chacune de ces composantes, il va falloir récolter des informations, et ça passe par la bibliographie, la mobilisation des acteurs, c'est-à-dire on va questionner un peu les acteurs. Et puis ensuite, on va faire une analyse objet par objet des effets du changement climatique ou de la vulnérabilité. La méthodologie propose en fait deux niveaux de détail pour mener l'analyse. Donc, pour ces deux niveaux, dans le guide, on retrouve des questionnements qui sont plus ou moins pointus. Dans le niveau un peu simple, l'idée, ça va être de questionner les effets du changement climatique sur les objets, alors que pour l'analyse un peu plus détaillée, on va être sur l'analyse de la vulnérabilité, donc qui nécessite le croisement de concepts tels que la sensibilité, l'exposition et la capacité d'adaptation au changement climatique, qui nécessite de se questionner un peu plus profondément. Donc, on va mener ces analyses objet par objet, puis et collectivement, l'idée, c'est d'associer du monde à sa réflexion, puisqu'on est bien dans des réflexions. Et puis, on va avoir devoir regarder un petit peu à chaque fois de manière croisée comment est-ce que les activités humaines comment les objets des activités humaines peuvent influer sur tel objet, comment la gestion peut influer sur tel objet, et ainsi de suite. C'est vraiment cette question d'analyser les interactions aussi entre objets et entre composantes. C'est aussi entre objets de chacune des composantes, mais aussi entre les objets de chacune des autres composantes. On va aussi identifier les premières pistes d'adaptation et les besoins en connaissances qui sont souvent importants, puisque en fait, il peut s'avérer qu'il nous manque des connaissances pour certains objets. Et puis, on va être aussi amené à revoir les analyses précédentes, si jamais c'est pertinent. C'est ce qui fait partie des itérations de la démarche. Et puis, bien sûr, partager et consolider les résultats. Et donc, ce que je disais, selon le temps disponible, on peut choisir de faire des analyses simples ou détaillées.
On a 2-3 points de vigilance sur ces étapes, ou de choses qui sont un peu propres à chacune des composantes, notamment sur l'activité humaine. L'analyse de l'évolution des activités humaines sous l'effet du changement climatique, c'est bien de le faire avec la mobilisation des acteurs, parce que c'est eux en fait qui connaissent mieux leurs propres activités et comment elles peuvent évoluer, comment elles peuvent être impactées par le changement climatique, mais c'est aussi l'occasion de recueillir la façon dont eux voient l'adaptation en fait de leurs activités. Par contre, attention, l'objectif n'est pas de faire le diagnostic de vulnérabilité à leur place. Souvent, quand on mène une démarche d'adaptation, en fait, ça intéresse beaucoup les acteurs du territoire et qui se posent eux-mêmes la question de la vulnérabilité de leurs propres activités. Là, l'objectif, c'est vraiment pas de faire le diagnostic à leur place. Sur la composante patrimoine naturel, l'analyse de la vulnérabilité ou même l'analyse des effets du changement climatique en version simple, c'est parfois délicat. Mais il faut donc s'appuyer sur le croisement des dires d'experts, qui est souvent la principale source d'information. Donc, on travaille à dire d'experts et il faut assumer et accepter en fait qu'on peut manquer de données. Voilà, il faut arriver à faire confiance aux dires d'experts et assumer que voilà, ce qu'on va conclure, c'est aujourd'hui avec les connaissances qu'on en a, ça peut évoluer dans le futur. En plus de l'analyse des objets, donc bien penser à anticiper l'analyse des nouveaux arrivants, savoir ce qui va arriver comme nouvelles espèces, nouveaux habitats. Et pour la composante action et moyens de gestion, en plus de l'analyse des objets, c'est analyser la pertinence de la gestion actuelle. Ce qu'on fait actuellement, est-ce que ça reste pertinent au regard du changement climatique? Les objectifs qu'on s'est fixés, est-ce que ça reste pertinent? Ça fait partie de l'analyse elle-même. Avec aussi un point de vigilance, c'est que le changement climatique peut parfois remettre en cause les fondements même de l'aire protégée et de sa gestion. C'est un peu bousculant tout ça, donc il faut bien en avoir conscience. Voilà, alors, je vais essayer d'être bref et on ne va pas j'ai juste présenté des résultats de synthèse sur les analyses des activités. On ne va pas les voir les unes après les autres et dans le détail, mais juste pour vous présenter entre guillemets à tous ce qu'on a pu présenter en comité de Natura 2000 en termes de synthèse de résultats. Donc, effectivement, au bilan des activités humaines, donc, qui pour nous ont été les activités sportives, essentiellement de la randonnée, ou VTT, sport équestre, les promeneurs en chaland, donc là, c'est plutôt une activité touristique avec, et commerciale, également l'élevage, les maraîchers des terres d'élevage, mais bien évidemment aussi des terres où il y a de la chasse, de la pêche, et puis on a pensé également aux métiers de gestionnaire, qui sont quand même les personnes le plus souvent sur le terrain. Juste une petite prudence, nous, sur les résultats, effectivement, puisqu'on voit que sur, par exemple, le scénario à gestion constante, gestion du niveau d'eau constante, gestion du réseau hydraulique complet, on voit que les activités humaines, bref, sont que la plupart sont légèrement vulnérables. Mais on a fait cette analyse durant l'été 2021, qui chez nous a été un été particulièrement frais et pluvieux. On l'aurait fait l'été dernier et cette année, où on a un effet climat et sécheresse important, les résultats auraient peut-être été accentués, puisque par exemple les promeneurs en barque qui sont très pénalisés du fait du travail de travail en extérieur et du fait d'un assèchement des canaux accentué en période de sécheresse auraient pu voir leur vulnérabilité ou exprimer une vulnérabilité un peu plus forte. Donc voilà, ceux qui s'en sortaient, entre guillemets, par rapport à notre territoire de Marais, dans le contexte du Marais, en termes d'opportunités, c'était les activités sportives qui voyaient une période d'activité étendue du fait d'une accessibilité au Marais allongée de par l'inondation moindre du Marais liée à des sécheresses estivales plus accentuées, quoi. Le scénario salinisation a permis donc qui est en bas, donc c'est l'acceptation, voire la restauration de flux salés dans le Marais pour maintenir notamment la nappe d'eau, a permis de réduire entre guillemets la vulnérabilité en enlevant le risque sécheresse, en tout cas pour certaines activités. Par contre, on le voit sur la pêche,
on a eu là, je dirais, des belles prises de tête ou de vue d'esprit, et on a eu du mal à statuer. Et donc, effectivement, vous voyez que la pêche et la chasse, c'est soit une très forte opportunité ou une très forte vulnérabilité. Très forte vulnérabilité dans le sens où, effectivement, s'il y a des envois d'eau salée et une restauration du flux salé dans cette plaine rétro-littorale, il y aura un véritable changement de l'écosystème et donc une disparition des espèces, de plusieurs espèces actuellement cibles. Je pense notamment aux espèces spécifiques d'eau douce, que sont par exemple le brochet, le sandre, la perche. Par contre, effectivement, au bout d'un certain laps de temps, on a estimé que la pêche pouvait être en capacité de s'adapter et de s'orienter vers d'autres espèces qui ont actuellement disparu du fait de la gestion hydraulique. C'est toutes les espèces migratrices, hormis l'anguille, qui est encore bien présente, mais toutes les espèces amphihalines, donc qui vivent alternativement en eau douce et en eau de mer, qui pourraient reconquérir ce territoire et assurer une ressource piscicole en remplacement des espèces plus strictement d'eau douce. Voilà pour les activités. Pour les habitats naturels, donc là, alors j'ai simplifié en mettant qu'un scénario pour les habitats naturels. Donc le scénario qui serait de par la gestion actuelle, et Christine l'évoquait, des fois il faut réviser les modes de gestion. Mais par exemple, les documents de gestion Natura 2000 ont été faits dans une optique de gestion en eau douce des marais. Et donc, s'il y avait une salinisation, ben là, effectivement, les documents d'objectifs pourraient être fortement perturbés, ou en tout cas, les milieux des actuels documents d'objectifs pourraient être très vulnérables, c'est-à-dire notamment tous les milieux, bien évidemment, d'eau douce, qui pourraient se reconvertir en milieu plutôt salé. Il en est de même également, même pour les prairies subhalophiles, où on a estimé que actuellement, effectivement, une sursalinisation pourrait être très vulnérable à ce milieu faiblement salé, quoi. Par contre, on a notamment tout ce qui est grandes zélophytes roselières, qui, a priori, n'évolueront pas ou peu dans le temps, du fait de cette salinisation accentuée ou non, quoi. Pour les espèces, notamment cibles du document d'objectif Natura 2000 actuel, j'ai pas vu la question. Donc, je continue ou je réponds à la question si vous la retrouvez. Continuons, il y a 2 questions sur le climat, donc on les fera peut-être après. D'accord. OK. Donc, le scénario à gestion constante qui prévoit quand même, et je le rappelle, des assecs estivaux plus sévères du fait de l'augmentation des températures et du problème quand même réduction des pluies estivales, est très impactant pour de très nombreuses espèces indicatrices ou symptômes caractéristiques de nos milieux, notamment le butor étoilé et la guifette moustaque, ainsi que la spatule blanche. Et là, effectivement, c'est surtout la disparition, entre guillemets, des périodes d'inondation qui risque d'impacter vraiment ces espèces, notamment de leur phase d'installation et de nidification. Une espèce très vulnérable du document d'objectif, c'est l'anguille, parce qu'effectivement, à gestion constante, pour l'anguille, c'est la disparition d'un milieu aquatique fiable. On a et on connaît déjà des assecs de plus en plus sévères. Alors effectivement, il reste de l'eau dans les canaux, mais de l'eau qui se réchauffe très fortement, avec des crises d'anoxie de plus en plus sévères. Et donc effectivement, si le milieu est accueillant en hiver, par contre en été, on a des conditions qui sont drastiques pour toutes les espèces de poissons, et même l'anguille qui est relativement résistante à des conditions sévères. Et là, effectivement, quand on sait que l'anguille peut avoir, selon son sexe, une durée de vie de croissance dans les marais de 5 à 15 ans, effectivement, là, elles peuvent se retrouver piégées, définitivement piégées dans nos marais. Par contre, pour de nombreuses espèces, là, malgré les dires d'experts, c'est pas évident de faire le consensus, et les experts, notamment avec une base de connaissances scientifiques, ont du mal à se projeter et de gérer l'incertitude
Effectivement, ils aiment bien des chiffres, des choses bien carrées, bien prouvées. Et c'est pas évident de leur faire exprimer leur dire d'expert. Et donc, pour de nombreux cortèges d'espèces, les limicoles, les anatidés, ben là, effectivement, on n'a pas pu vraiment statuer et on les a mis plutôt dans un système avec des opportunités, voire de neutralité, de fait que ces espèces peuvent se déplacer et ce que j'évoquais tout à l'heure en introduction, aller sur d'autres sites périphériques, profiter de meilleures conditions. Voilà, pour l'analyse des outils et moyens de gestion, donc on a vu les outils contractuels, l'assistance aux porteurs de projets, les études des suivis, communication, sensibilisation et maîtrise des niveaux d'eau. Il y en avait peut-être un dernier, mais je ne le vois pas à l'écran. Il a disparu, non? Bon. Et donc, ok, autant pour moi. Et donc, juste pour présenter, effectivement, le dire d'expert, c'est bien, mais il y a besoin de conforter les connaissances, notamment sur les dynamiques d'évolution futures. Et donc, effectivement, quel que soit le scénario, il a été jugé que les études et suivis avaient plutôt une opportunité forte, ou en tout cas, allaient de plus en plus être justifiées pour concrétiser cette adaptation au changement climatique et cet accompagnement à l'adaptation pour avoir des résultats fiabilisés sur les tendances d'évolution. Bien évidemment, l'opportunité est encore plus forte avec le scénario salinisation par rapport à notre contexte actuel, puisque là, au-delà du changement climatique et de ses effets, c'est aussi un changement de gestion qui pourra très fortement impacter les écosystèmes et qui mériteront d'être évalués et, si possible, anticipés, quoi. Pour la maîtrise des niveaux d'eau, donc la maîtrise du niveau d'eau, on l'entend par le respect d'un calendrier et de codes d'eau sur l'année. Et bien là, effectivement, on a une très très forte vulnérabilité dans le scénario à gestion constante, puisque pour faire simple, globalement, pendant 6 mois, on n'a pas d'apport d'eau douce dans notre marais, et donc avec une gestion constante en eau douce, une fois qu'on l'a évacuée au printemps, au moins en partie, hein, bien évidemment, pour permettre l'accès aux parcelles agricoles, et bien là, on n'est plus du tout en maîtrise du niveau d'eau et c'est la météo qui commande. Et donc, effectivement, avec des assecs et un déficit de pluviométrie attendu, la perspective de maîtriser ce calendrier est très, très faible. Et donc, une vulnérabilité très, très forte. Sur le scénario avec salinisation, on voit les acteurs ont plutôt considéré que c'était une opportunité dans le fait où il y allait avoir un outil supplémentaire pour compenser l'évaporation de l'eau par l'intrusion d'eau de mer. Mais là, bien évidemment, ça occulte un peu le compartiment écologique et les changements qui pourraient se produire sur le milieu. Du coup, si on revient sur l'analyse climatique, donc il y avait 2 questions dans le chat. C'était ici pour montrer l'évolution du climat se fait à l'échelle de la région. L'échelle régionale est assez localisée. Et deuxième question qui va un peu dans le même sens, quelle était la résolution spatiale du modèle climatique utilisé? Alors là, dans le détail, nous, ça a été l'échelle locale qu'on a utilisée. On a pu s'appuyer sur une résolution qui permettait de comparer différentes zones sur notre territoire. Donc, une échelle assez fine, mais je ne pourrais pas vous dire si c'était une résolution kilométrique ou plus précise. Mais c'est resté à l'échelle locale. Merci Jean-Patrice. C'est la suite. L'adaptation de la gestion. Donc, une fois qu'on a fini tout ça, hein, l'idée, ça va être justement d'adapter sa gestion. Donc, c'est se choisir une stratégie d'adaptation par rapport à tout ce qu'on a vu comme résultat. Nous, on aime bien se poser la question un peu sous cet angle-là, sous ce qui est présenté là sur le petit schéma. Par rapport au changement climatique, ce qu'il y a d'important, c'est qu'il y a 3 options possibles qui sont, enfin, qui possibles, en tout cas, qui guident un peu l'action, c'est résister au changement, aux évolutions qui peuvent se profiler. En tout cas, ça peut être un choix de résister tant qu'on peut par rapport à tout ça, sachant que la plupart des évolutions sont quand même assez inéluctables.
Ça peut être d'accepter les évolutions en cours, hein, et donc de dire, bon, ben voilà, ça va changer, ça va évoluer, et ben, on accepte et on regarde comment ça évolue. Ou ça peut être aussi de diriger ou d'accompagner, c'est-à-dire d'essayer d'accompagner les changements en cours, ou ouais, d'accompagner ou de diriger, ou voilà, de mettre en place certaines actions qui peuvent guider un peu les changements en cours. Une fois qu'on a réfléchi un peu à sa stratégie d'adaptation, l'objectif, ça va être de se définir des actions d'adaptation. Et les actions d'adaptation, en fait, ça peut être des opérations de gestion, ça peut être des outils de gestion, ça peut être des actions d'amélioration des connaissances, ça peut être des actions qui touchent à la gouvernance de l'aire protégée, de sa démarche. Ça peut être des actions qui portent sur le suivi, évaluation du plan d'adaptation, ou ça peut être des actions de communication et de sensibilisation. En fait, ça peut être des actions qui sont déjà des actions de gestion que la plupart des gestionnaires mettent en œuvre dans le cadre de leur document de gestion. Hein. Ce qui va changer ici, c'est les objectifs de ces actions-là, puisque les objectifs deviennent l'adaptation au changement climatique. Autre étape importante, hein, c'est d'intégrer ou de préparer l'intégration des résultats de la démarche d'adaptation dans le document de gestion existant. Voir comment est-ce qu'on articule un peu tout ça. Et puis, donc, point important par rapport aux actions et mesures d'adaptation, hein, c'est qu'elles ne sont pas révolutionnaires. On a souvent une attente par rapport à ça, que ce soit des choses qui soient assez révolutionnaires, mais ce n'est pas le cas. Ça reste des mesures de gestion qu'on met déjà en œuvre, qui peuvent être des mesures de restauration de milieu, qui peuvent être des mesures encore une fois, de gestion, mais dont l'objectif va être l'adaptation au changement climatique. Avec un point que je ne développerai pas particulièrement, puisque Anne-Cerise, je pense que tu vas le développer dans les enseignements, mais c'est vraiment là que réside l'innovation, hein, c'est vraiment dans le fait qu'on change d'objectif, l'objectif de la gestion. Oui. Anne-Cerise, est-ce que tu peux faire afficher tous les éléments? Merci. Une petite erreur dans la composition. Donc, effectivement, en fait, le gros enjeu, nous, on s'en est aperçu, c'est qu'effectivement, on n'est pas dans de l'innovation et dans de l'originalité dans nos stratégies d'adaptation. Par contre, effectivement, l'originalité, c'est d'intégrer maintenant et de re-questionner tous nos éléments vis-à-vis du changement climatique et des tendances qu'on a pu projeter, quoi. Et donc, nous, en tant que site Natura 2000, on a un guide qui est qui sont les documents d'objectifs du site et qui sont un petit peu centrales dans notre stratégie d'adaptation. Donc, effectivement, l'enjeu là pour nous les prochaines années, et on n'a pas pu le faire là, dans la phase de test, hein, qui était relativement courte, mais c'est d'intégrer le changement climatique dans le document d'objectifs du site. C'est en termes de stratégie d'adaptation, c'est également de favoriser et d'œuvrer pour intégrer le changement climatique dans les outils Natura 2000. Et effectivement, dans les différents outils, notamment les outils financiers Natura 2000, d'avoir au moins une alerte, voire des outils spécifiques liés aux démarches d'adaptation et aux outils Natura 2000 vis-à-vis du changement climatique. C'est de faire de l'adaptation un enjeu partagé avec le territoire via l'animation Natura 2000. Effectivement, je l'ai abordé très rapidement. On a un comité de pilotage du site Natura 2000. Nous, on a un site relativement vaste avec plein d'acteurs qui sont représentés au comité de pilotage Natura 2000. Et donc là, effectivement, on est beaucoup dans des démarches participatives pour les projets Natura 2000 en local, et d'intégrer à chaque fois, à travers cette animation Natura 2000, la notion de changement climatique. C'est de contribuer également au renforcement des aires protégées, donc à l'échelle locale, mais je dirais aussi aux échelles périphériques, en montant aussi des réseaux entre aires périphériques, de manière à pouvoir, effectivement, on l'évoquait tout à l'heure, vis-à-vis de l'arrivée de certaines espèces, pouvoir accompagner et marquer des étapes dans leur cheminement, notamment leur remontée spontanée vers le sud. Et c'est de contribuer à l'évolution des directives européennes. Alors là, ça va être un enjeu aussi très collectif à l'ensemble du réseau Natura 2000, parce qu'effectivement, là, on est quand même dans un jeu et dans un projet européen. Et donc, il va falloir intégrer cette évolution dans les directives européennes, notamment celles qui régissent Natura 2000.
Et puis, on a élaboré des boîtes à outils pour des mesures un peu plus concrètes, comme des mind maps vis-à-vis de la gouvernance, de la régulation des flux d'eau et d'assurer la qualité de l'eau, pour l'amélioration des connaissances, pour accompagner l'adaptation des pratiques, pour informer et sensibiliser, mais également, donc là, sur des démarches plutôt génériques, d'adaptation en identifiant les points, je dirais, soit de crispation, soit les points à consolider dans les démarches d'adaptation, mais également pour les espèces telles 3 espèces spécifiques, le butor étoilé, donc la tourelle, qui est une petite une espèce, une plante, et les prairies subalophiles, qui représentent des gros enjeux en termes environnementaux chez nous, d'avoir des actions et une boîte à outils spécifiques pour prendre en compte leur spécificité et leur adaptation au changement climatique. Bien évidemment, dans la phase du test, on s'est aperçu que voilà, on avait eu peu de temps. Donc, pour l'instant, c'est des boîtes à outils qui peuvent être mises à disposition à terme d'exemple, mais qui seront à conforter par une réflexion un peu plus aboutie. Voilà, je repasse la parole à Christine. Oui, merci. La 4e étape, qui est l'étape de bilan et de capitalisation, donc qui clôture en fait la mise en œuvre de la démarche. Elle vise en fait à permettre de faire une pause réflexive avant la mise en œuvre du plan d'adaptation. Et la pause réflexive, c'est se poser un peu regarder un peu ce qu'on a parcouru, le cheminement qu'on a parcouru. Le changement climatique, c'est quand même aborder le changement climatique et ses effets sur l'air protégé, ça peut avoir un impact émotionnel un peu important sur soi, l'équipe. Voilà. Donc l'idée, c'est de regarder un peu ce chemin parcouru, de regarder un peu comment ça fait évoluer les représentations de la gestion, la façon de voir notre gestion. Donc c'est prendre ce temps-là et puis bien sûr faire des retours d'expérience auprès des autres gestionnaires pour leur donner envie de se lancer et pour les outiller et les aider un peu dans cette étape-là, dans la mise en œuvre de leur démarche d'adaptation. Et bien sûr, ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas la peine d'attendre la phase de partage des résultats. Cette phase pour partager l'ensemble des résultats avec les acteurs du territoire et les acteurs locaux, il faut l'envisager tout au long du processus pour permettre à chacun de bien s'approprier la démarche et les résultats. Donc, afin de s'approprier, nous, les résultats de cette phase de test, encore de la démarche, on a présenté au COPIL Natura 2000 du 13 janvier dernier nos résultats, la démarche prospective que le plan d'adaptation excusez-moi, 1, 2, 3, je m'en mêle les pinceaux, la démarche prospective et le plan d'adaptation. Par contre, effectivement, lors de ce COPIL, on a pu constater, l'ensemble des membres présents ont pu constater et proposer, constater des manques dans notre approche, parce que beaucoup d'espèces, ou groupes d'espèces, n'ont pas pu être expertisés, notamment des espèces plus sensibles au changement climatique, mais n'étant pas identifiées dans les actuels documents d'objectifs. Et donc, il y a eu la volonté de prolonger, de compléter la démarche avec une amélioration des connaissances et des projections en cours. Et donc, notamment, pour chez nous, on travaille actuellement à une évaluation de l'état de la conservation de la tourbière, qui effectivement représente un enjeu climatique important, tant en termes de milieu, puisque une minéralisation de la tourbe par des assecs prolongés pourrait modifier les écosystèmes en place, et par rapport aux enjeux, notamment incendies, il y a vraiment des questionnements sur la conservation de cette tourbe qui, par ailleurs, en termes d'assec, s'il y a minéralisation, il y a aussi émission d'importantes quantités de CO2. Et donc, dans le contexte de changement climatique, mais ça dépasse un petit peu la démarche actuelle du LIFE, il y a des enjeux vraiment importants sur ces milieux. Et puis, notre travail maintenant, ça va être dans la prochaine étape. On est un petit peu dans la pause réflexive qu'évoquait Christine, mais là, on a déjà matérialisé une prochaine étape pour intégrer la démarche du LIFE plus dans le détail et dans la précision. Ça va être la prochaine révision des DOCOP qui devrait avoir lieu
en 2024-2025. L'étape n'est pas à manquer parce que c'est notre première révision depuis 20 ans des documents d'objectifs. Donc là, effectivement, on a pris date dans le calendrier d'inscrire le changement climatique dans cette révision. Merci à tous les deux. Je reprends la parole pour les enseignements avant qu'on laisse un peu de temps pour les dernières questions. Je vois qu'il y a une question dans le chat. Avez-vous prévu d'étendre les résultats et la boîte à outils à l'échelle européenne? Alors, nous, à l'échelle locale, pour l'instant, non. Hein. On a mis à disposition nos résultats pour le Life Nature Adapt. Mais donc, effectivement, là, pour l'instant, nous, on va essayer déjà de les étendre à l'échelle locale, ce qui est déjà pas mal. Mais effectivement, c'est peut-être plus une question à laquelle peut répondre Anne-Cerise sur les suites du Life. Oui, oui, tout à fait. Enfin, déjà, dans le live avec Europarc, on travaille aussi justement à la dissémination des résultats à l'échelle européenne. Il y a eu une conférence l'année dernière dans le cadre de la conférence annuelle d'Europarc dédiée au sujet et au projet. Et puis, on met justement en ligne une boîte à outils sur leur site qui reprend les outils un peu indispensables et disponibles aussi en anglais, puisque voilà, tout n'est pas encore disponible en anglais. Donc, on y travaille avec Europarc. Et tu as une dernière question, Jean-Patrice? Et après, je vais passer aux enseignements, on refera un peu des questions, c'est juste que je vois le temps qui passe. Jean-Patrice, avez-vous embauché quelqu'un pour mettre en place la démarche? Si oui, avec quel financement? Donc, grâce au Life Nature Adapt, on a pu embaucher quelqu'un effectivement pour une durée temporaire pour tester le Life. Par contre, maintenant, effectivement, la prochaine étape, c'est la mise en œuvre concrète dans le cadre de la révision des DOCOB. Et donc là, les recherches de montage financier et de construction sont en cours. Quoi. Donc, ouais, effectivement, je parlais de l'appel à manifestation d'intérêt, il était accompagné effectivement d'un budget dédié pour chaque site test. Certains ont embauché, d'autres non, pour mener en place la démarche. Bon. Alors, je vous propose de passer aux enseignements, parce que je pense qu'il y a des choses qui vont aussi faire écho à ce que vous avez présenté tous les deux et qui permettra d'alimenter un peu les échanges. Donc là, c'est des enseignements qui sont issus globalement on va dire, de notre expérience projet et des retours des 21 sites qui ont mis en œuvre la démarche. Donc, un des premiers, c'est ce qu'on a présenté aussi au début, hein, c'est que l'adaptation, c'est un processus qui est prospectif. On se projette dans le futur avec de nombreuses incertitudes. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est forcément évident et habituel pour des gestionnaires et pour les acteurs du territoire aussi. C'est un processus qui est qualitatif, on l'a dit beaucoup, on travaille à base de tendances et de dires d'experts. Et aussi, on dézoome par rapport aux échelles habituelles, hein, dans le temps, dans l'espace, et puis aussi on prend du recul sur la gestion et son métier. C'est un processus qui prend du temps. Au-delà du temps concret de travail, on a aussi du temps de monter en compétences, du temps de sensibilisation à la fois en interne et en externe, du temps aussi pour digérer des résultats au gré des différentes étapes. Parce qu'on l'a vu, il y a certains résultats voilà, qui sont pas hyper enthousiasmants. Donc, c'est pas toujours, ça prend un peu de temps aussi d'intégrer tout ça, d'accepter tout ça. C'est aussi un processus itératif. On l'a vu, on revient souvent sur les résultats précédents. Et la conclusion de Jean-Patrice montre bien que voilà, il y a des choses qu'on n'a pas pu faire, ou qu'on n'a pas vues et qu'on refait et qu'on prévoit de faire ensuite pour continuer à améliorer l'analyse et le plan d'adaptation. Et puis, c'est quelque chose qui est continu, hein, il n'y a pas de fin. Je vous ai mis des petites citations de temps en temps voilà, de certains sites. Donc, voilà, il y en a certains qui témoignent, on se sent au début d'une démarche et on pense qu'on va pouvoir continuer, notamment avec des projets de territoire. Voilà, c'est un début. Et on considère, nous, que finalement, le cheminement intellectuel qui mène à ce qu'on appelle chausser les lunettes de changement climatique grâce à la démarche Nature Adapt, pour nous, il est aussi important, voire plus important que le résultat concret du diagnostic et du plan d'adaptation qui vont continuer à être incrémentés.
Mais voilà, une fois qu'on a un peu intégré le changement climatique dans notre logiciel de pensée de la gestion, voilà, si on considère que c'est globalement acquis pour un certain temps. Un autre enseignement, c'est qui est ressorti plutôt vers la fin du projet, c'est que c'est quelque chose qui bouscule l'adaptation. Et finalement, on passe par différentes phases émotionnelles qui s'apparentent à la courbe qui est assez connue du changement ou du deuil. On a des phases voilà, de colère, mais aussi des phases un peu de tristesse face à ce qu'on va perdre. Et puis des phases aussi d'acceptation et de passage à l'action qui remontent un peu le niveau du moral. Et c'est vrai que c'est aussi pas mal ressorti, voilà, notamment à la fin du test. Et ça nous a tous un peu surpris, à la fois nous, RNF, et à la fois les sites, cette dimension émotionnelle qui avait pris un peu une importance dans le projet. Ça bouscule aussi notre vision de la gestion. On sait qu'il y a des espèces des milieux qui vont disparaître, qui vont apparaître, que les équipes vont être modifiées. Globalement, la gestion actuelle, elle est un peu requestionnée des objectifs aux opérations. Et donc, en fait, on est obligé de réfléchir un peu autrement. Et on se rend compte évidemment que la connectivité, la fonctionnalité des milieux sont finalement des facteurs vraiment clés de l'adaptation. Et tout ça mène à revoir un peu la façon de voir la gestion et le métier. On a eu des discussions voilà, avec les conservateurs de réserve. Le terme conservateur est horrible. Bon, en tout cas, il est peut-être plus pertinent dans le cadre de l'adaptation au changement climatique. Et on va vers une vision de la gestion qui est moins patrimoniale et plus dynamique et fonctionnelle. Voilà, vous avez une citation. On va passer la protection du patrimoine à la préservation des fonctionnalités, des espèces emblématiques à une priorité à la naturalité et donc à la réduction des pressions. Globalement, c'est un peu ce phénomène-là qui était peut-être déjà un peu là avant Nature Adapt, mais qui a été accentué par la prise en compte du changement climatique. Et aussi une dynamique vers plus d'animation de territoire. On l'a vu, on sort un peu à la fois de l'échelle, Jean-Baptiste disait aussi avec les autres sites périphériques, et aussi on va avoir d'autres acteurs pour travailler sur ce sujet-là. Et donc voilà, finalement, la vocation d'une aire protégée, ça peut plus être uniquement de préserver les espèces, les habitats qui ont justifié sa création, mais c'est bien de constituer aussi des espaces de nature fonctionnels, connectés, qui abritent une riche biodiversité qui arrive justement à se déplacer en fonction des impacts du changement climatique. Un autre enseignement, c'est que c'est aussi une source d'opportunité. Évidemment, on a des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences. On est dans une posture d'action, d'anticipation plutôt que de subir. Et puis, ça permet aussi de lancer des dynamiques à la fois en interne aux organismes gestionnaires et en local, d'avoir des nouvelles relations avec les acteurs. Et puis, de travailler aussi en collectif avec les gestionnaires sur ce sujet-là. Ça a été aussi un gros enseignement du projet que de travailler sur le groupe à 6 et à 15, et puis donc à 21 aussi. Ça a été vraiment un facteur important de réussite. Et ça a été aussi une aventure humaine, voilà, ce projet et cette démarche d'adaptation. Et évidemment, c'est indispensable. Et un autre retour, c'est que voilà, nous, on vous présente tout ça, mais c'est vrai que les retours d'expérience, c'est important. Mais finalement, c'est vraiment en mettant la main à la pâte qu'on se rend compte un peu de l'ampleur du phénomène et de vraiment des changements que ça génère aussi pour soi-même et pour son organisme et son site. Je vous propose un petit temps d'échange. On est un peu à la bourre sur le timing. On a été très bavard. Mais je pense qu'on peut quand même prendre 2 minutes, enfin, ouais, peut-être 2-3 questions. Je n'ai pas regardé le chat, mais je vois qu'il y en a plein, en fait. Avant de passer, je voudrais quand même conclure avant en vous présentant vite fait 2-3 autres outils quand même que vous ayez en tête, les autres choses qu'on a présentées. Bon, je regarde le chat, mais sinon, vous pouvez lever la main aussi et puis prendre la parole. Est-ce possible objectivement, vu des moyens financiers humains, de mettre en place cette méthode dans les ENS, car en termes de taille, ils sont beaucoup plus petits qu'une réserve ou un PNR, par exemple? Oui. Bah oui, donc déjà, on avait un site test ENS, donc des ENS des Vosges.
géré par le conservatoire, le conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. Et donc, ils ont mis en place la démarche sur des ENS, je ne sais plus si c'est 3, je crois, 3 sites ENS en même temps. Et nous, on travaille en dehors du live, mais on essaye d'expérimenter là sur le département de Côte-d'Or un accompagnement collectif de l'adaptation des ENS de Côte-d'Or. Donc oui, moyennant des adaptations, et en fait cette méthode elle est aussi faite pour être adaptée à la marge en fonction des contextes. Une connaissance de la diffusion de la méthode sur les autres sites réserves Natura 2000, ENS, comment la méthode a percolé? Oui, ça commence. On a mis en ligne le guide final plutôt fin février. Et puis, on a diffusé la version classeur papier en mai, là, à l'occasion du Forum des gestionnaires. Et ça commence là. Déjà, pendant le projet même, on a eu donc 5 réserves d'Occitanie qui ont été soutenues par la région Occitanie, donc qui se sont mis à mettre en œuvre la démarche de manière indépendante au projet, mais en utilisant nos outils et la démarche. Et puis là, on a plusieurs réserves, notamment, qui ont pris contact avec nous, qui ont lu le guide et qui sont en train ou vont se lancer l'année prochaine par des démarches. Donc oui, ça commence à avoir des retours de gens qui s'y mettent et qui utilisent ça. Est-ce qu'on a connaissance de sites ayant intégré cette démarche dans la révision du document de gestion? Oui, au sein du projet, il y en a qui étaient en cours de révision. C'est par exemple la réserve de Chastres-Sancy, la réserve de l'Île-des-Neiges. Ils étaient en cours de révision de plan de gestion et ils ont fait NaturaAdapt, et ils ont intégré les résultats dans leur révision. Et ce qu'on disait aussi en introduction, c'est que l'idée de la démarche, c'est qu'on peut la faire à n'importe quel moment. Et tous ceux qui l'ont fait aussi en cours de mise en œuvre du plan de gestion, ils ont leur bille pour la révision future, quoi. J'ai pas vu ça avait été répondu sur l'Île-des-Neiges, mais voilà, effectivement, c'est un des exemples. On confie les actions d'adaptation, le cas échéant, identifier les actions sans regret transposables indépendamment du contexte local. Je te laisse répondre à Christine sur la partie mesures d'adaptation. C'est plus toi qui as piloté ces sujets-là. Oui, sur les mesures d'adaptation, là, on n'a pas capitalisé, et on peut le faire. On a travaillé sur des mesures d'adaptation qui sont en fait, sur les mesures d'adaptation, on a plutôt travaillé dans la méthode sur justement c'est quoi les critères des bonnes mesures d'adaptation. Et bien sûr, la notion de mesure sans regret, elle est importante dedans, tout ce qui est lié aux infrastructures vertes, les mesures, tout ce qui est fondé sur la nature. Voilà, on a plutôt travaillé sur cet appui pour aider finalement les gestionnaires à identifier comment être sûr que leur mesure d'adaptation déjà d'une répond bien à la vulnérabilité de leur aire protégée, et ensuite est-ce que c'est des mesures justement compte tenu du fait que le changement climatique peut aller plus ou moins vite, être en capacité de se dire c'est la bonne mesure, c'est pas la bonne mesure, mais voilà, la notion de mesure sans regret, elle est essentielle dans ces critères-là. Après, pour citer des mesures, on parlait beaucoup de mesures liées à la fonctionnalité. C'est un des enseignements qu'a présenté Anne-Cerise, l'idée que en fait on va un peu moins travailler sur la conservation d'espèces en place, mais qu'on va plutôt privilégier tout ce qui va permettre la fonctionnalité des espèces, et on trouve des mesures dans ces mesures-là sur lesquelles on a en tout cas produit des synthèses scientifiques. C'est tout ce qui est lié en fait à la libre évolution, la naturalité. Donc ça, c'est vraiment une mesure sans regret, qui est laisser faire. Finalement, peut-être que la nature, elle sait très bien s'adapter toute seule, et peut-être on peut lui laisser cette chance-là. Le fait de mettre en place un certain nombre de corridors, de restaurer les corridors, restaurer les liens
permettre les mouvements. Ça, c'est aussi des mesures qui sont souvent choisies. On a des mesures on a travaillé aussi sur une synthèse sur les mesures sur la translocation, donc plutôt le renforcement, le déplacement d'espèces. C'est un peu moins mis en avant par les sites avec lesquels on a travaillé. Il y a un site qui l'envisage, mais plutôt plutôt moyen terme, si vraiment il se passe des choses un peu importantes en termes de changement climatique. Après, on a proposé dans le guide une liste des mesures, de types de mesures en fait. Voilà, c'est plutôt quelque chose qui donne un peu des exemples. On va être amené, je pense, à l'alimenter. Et puis, on est en train de travailler là en ce moment justement sur une forme de capitalisation sous format de fiches expérience qui seront, on va en produire un certain nombre issus des 21 sites tests. Et puis, c'est des choses qui seront amenées bien sûr, à se développer. Pour conclure, Anne-Cerise a parlé un peu de la en fait de boîte à outils. Donc l'idée, ça sera évidemment à un moment ou un autre de proposer une boîte à outils qui permettrait en fait de centraliser un peu tous ces retours d'expérience sur les mesures d'adaptation. Les mesures d'adaptation, elles vont quand même être propres à chaque site. Mais c'est sûr que s'inspirer de ce qu'ont fait les autres avec avantages, inconvénients, est-ce que c'est vraiment sans regret? Voilà, c'est assez important. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Je ne sais pas si on arrivera j'ai retrouvé 2 autres questions, je ne sais pas si on arrivera à répondre à tout, mais à quelles aides peut-on prétendre pour mettre en place la méthode? Ça dépend des contextes, mais apparemment, effectivement, les fonds verts pourraient potentiellement être une source de financement. On n'a pas encore, on a ces pistes-là, mais on n'a pas encore d'exemple où ça s'est vraiment fait pour le moment, mais plusieurs personnes ici l'envisagent. Et après, sur l'intégration plan de gestion, donc il y a un groupe de travail qui existe là avec l'OFB sur comment on intègre ce sujet du changement climatique dans le CT 88 et sur les sites qui ont déjà intégré dans leur plan de gestion. Effectivement, les plans de gestion sont plutôt en cours de finalisation. Là, il y a l'îlot des Niches qui est sorti, il y en a d'autres qui vont bientôt sortir. Donc oui, on essaiera de mettre des liens vers ces plans de gestion qui intègrent le changement climatique pour donner à titre d'illustration pour voir à quoi ça ressemble. Je prends quand même 5 minutes pour ceux qui arriveraient à rester et puis pour ceux qui ne restent pas mais qui verront l'enregistrement pour présenter les outils et on fera un petit tour voir s'il y a des dernières questions qui nous voient les lèvres auxquelles on n'a pas répondu. Donc, je voulais juste vous rappeler que en fait, on a produit donc cette méthode qui est donc synthétisée dans un guide présentée dans un guide méthodologique qui est disponible en ligne et aussi en format classeur. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous adresser à nous pour voir comment on peut vous le transmettre avec des fiches pratiques, dont une fiche pratique effectivement sur les mesures d'adaptation. On a développé donc une formation en ligne qui est hébergée sur la plateforme de l'OFB. Et donc, on devrait avoir prochainement une ouverture d'inscription pour une formation à l'automne et sans doute une en début d'année prochaine. Donc, on est en train de travailler avec l'OFB là-dessus. On a donc, ce que disait Christine, des retours d'expérience. Il y en a déjà sur nos sites pilotes, mais on va avoir des nouveaux retours d'expérience qui vont sortir, notamment sur les sites tests et sur les mesures d'adaptation. Donc, on y travaille. On a développé un portail de ressources où vous retrouverez toutes nos productions et aussi d'autres ressources qu'on a glanées au fil du projet qui nous semblent pertinentes sur ce sujet-là. Donc, il s'appelle Air protégé et changement climatique. Donc, vous avez le lien. On vous enverra évidemment le diaporama là, comme ça vous pourrez avoir tous les liens. Et puis, on travaille aussi là en train de finaliser un argumentaire sur le rôle des aires protégées dans l'adaptation des territoires. Donc, ça, c'est tout ce qui concerne un peu notre boîte à outils gestionnaire. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Je disais justement que ça répond à une des questions de savoir si on peut accéder au diagnostic de vulnérabilité au plan d'adaptation. Oui, ils sont dans ce portail-là, effectivement. Voilà, ça permet de répondre à une question du chat. En fait, ce portail-là, donc de CO2 ressources, il y a un dossier production du Life Nature Adapt. Vous allez retrouver tout, du 100% Nature Adapt. Et après, vous avez des dossiers thématiques où c'est un mix de ressources Nature Adapt et non Nature Adapt. Et dans le dossier Nature Adapt, vous avez exemple de démarche d'adaptation. Et c'est là que vous allez retrouver tous les diagnostics de vulnérabilité et plans d'adaptation des 21 sites.
Sur la partie animation de communauté, donc on a évidemment notre plateforme. Donc, je vous invite évidemment à aller dessus et éventuellement de devenir membre parce qu'il y a pas mal aussi de groupes et d'échanges qui sont disponibles. Et on a mis en place maintenant une carte interactive où vous allez pouvoir voir où sont les membres et les membres qui sont impliqués dans une démarche d'adaptation. Donc, ça peut être intéressant si vous voulez vous lancer, de voir un peu autour de vous, est-ce qu'il y a des espaces naturels qui sont lancés dans des démarches. Donc, la carte est toute neuve, donc elle n'est pas encore complètement à jour sur les démarches. Mais justement, on est en train de la mettre à jour pour que tous ceux qui sont dans des démarches puissent se signaler et qu'on ait une visibilité là-dessus. Évidemment, il y a notre newsletter qui va continuer aussi à perdurer. Et puis, on a dans l'animation, évidemment, des événements et des webinaires comme aujourd'hui. Donc, vous pouvez retrouver tous les webinaires qu'on a déjà faits. On a d'autres retours d'expérience dans ces webinaires. On a aussi des webinaires spécifiques sur des mesures d'adaptation. Donc, n'hésitez pas à les retrouver. On a plus d'une quinzaine de webinaires qui ont été faits sur des sujets plus particuliers. Donc, si vous voulez approfondir certaines choses, n'hésitez pas à les voir. Et enfin, sur les leviers, donc on a notamment travaillé avec le muséum, c'est le muséum qui a travaillé sur des synthèses scientifiques sur des mesures d'adaptation. Donc là, on a sorti récemment des synthèses liées à ces travaux-là. On a aussi des outils pour le grand public. On a parlé du MOOC, la formation en ligne pour le grand public. On a aussi des posters que vous pouvez utiliser en version web ou papier, qui sont des posters où on a essayé de visualiser les effets du changement climatique sur différents types d'habitats naturels. Donc, on en a un sur la montagne, le littoral, les zones humides. Et on vient de sortir là sur la forêt et les milieux alluviaux. On va avoir une bande dessinée qui va être notre rapport au grand public du projet. Donc, on est en train de travailler dessus. Donc, ce sera un outil qui peut vous intéresser plutôt sur la sensibilisation des acteurs et du grand public. Et puis, donc ça, c'est vraiment les outils grand public. Et puis ensuite, on travaille aussi sur l'amélioration du contexte institutionnel. On a développé notamment avec Europarc un livre blanc sur les politiques européennes pour qu'ils prennent mieux en compte les aires protégées et leur adaptation dans leur politique. On travaille actuellement à la rédaction d'un rapport de recommandation aux acteurs institutionnels. Et puis, on essaye aussi de diffuser dans les différents réseaux. Et donc, il y a notamment des engagements là, qui sont en train de se signer à l'échelle européenne, à l'échelle aussi de la conférence des aires protégées qui rassemble l'ensemble des réseaux d'aires protégées, et puis aussi au sein de RNF pour chacun s'engager à diffuser les résultats et à avancer dans l'adaptation. Voilà, je suis désolée, je suis un peu allée vite, mais parce qu'on a été trop bavard au début. Mais c'était pour que vous ayez un petit peu panel de tout ce qu'on a produit et que vous puissiez voir les liens et aller voir ce qui vous intéresse dans tout ça. Voilà, et je regarde les dernières questions. Je ne sais pas si tu as repéré, Christine, pendant que je parlais d'autres questions. J'ai repéré. En fait, il y a pas mal d'échanges sur plutôt sur sur les financements, donc sur la mobilisation des fonds verts. Ça, c'est effectivement une très bonne idée de se pencher vers les fonds verts. Il y a une question sur la stratégie d'adaptation à la trajectoire de réchauffement de référence proposée dans le cadre du PNAC 3, et avec une question sur ce qu'en pensent les gestionnaires sur plus 5 degrés en été normal, plus 7 degrés en été anormal avec canicule. Qu'en pensent les gestionnaires d'espaces protégés? Voilà. Je ne sais pas si, Jean-Patrice, tu veux prendre la parole au nom des gestionnaires par rapport à ce qui nous attend sur les horizons 2100. Non, je ne suis pas spécialiste des questions des projections changement climatique. En plus, d'une ère à l'autre, il y a d'importantes différences. Je ne veux pas être la voix de l'ensemble des aires protégées. Par contre, effectivement, on voit bien que le changement climatique est en place. Toutes les projections le montrent. Et donc là, maintenant, je pense que le travail de conviction sur les aires protégées est fait et il ne reste plus qu'à travailler. Peu importe le scénario, il va falloir agir, quoi. Merci Jean-Patrice. Est-ce qu'il y a des dernières questions qui vous brûlent les lèvres avant qu'on se quitte et qu'on se dise bon appétit? Il y a une question sur lien possible avec le milieu de l'atténuation par les solutions fondées sur la nature. Alors, il y a un lien, moi je répondrai à cette question-là pour dire qu'il y a effectivement un lien avec les questions d'atténuation, puisque les milieux naturels sont quand même
plutôt peuvent être des sources de carbone. Donc là, on est plutôt sur la phase atténuation avec l'importance en fait de préserver les milieux naturels qui sont enfin tous les milieux naturels, mais pour leur rôle aussi de puits de carbone. Et puis en termes bien sûr sur le lien aussi avec les solutions d'adaptation fondées sur la nature, puisque les aires protégées, les milieux naturels servent aussi à l'adaptation des territoires, et notamment avec, avec des enjeux forts sur la question à venir sur les ressources en eau, ce qui a été aussi évoqué pour leur rôle en fait dans le cycle de l'eau, et puis bien sûr sur tout ce qui est rafraîchissement et choses comme ça, et aide à l'adaptation des territoires. Donc oui, il y a des liens et je pense que c'est des choses qui se développent, en tout cas dans le milieu de la gestion. On sait que la Fédération des conservatoires travaille pas mal sur la Fédération des conservatoires des espaces naturels, en fait, travaille pas mal sur les questions d'atténuation, et puis qu'il y a aussi d'autres projets pas mal sur les solutions d'adaptation fondées sur la nature, notamment le LIFE Artisan porté par l'OFB, qui est consacré à ces solutions d'adaptation, et avec lesquels, bien sûr, on fait des liens entre porteurs de projets liés au changement climatique. Il y a aussi une question sur le lien avec les DREAL, bien sûr. Ça aussi, c'est quelque chose, on a aussi, je crois, quelque chose de prévu sur cet axe-là, de travailler avec de présenter la démarche de la Nature Adapt au DREAL prochainement. On l'a déjà fait l'année dernière, et effectivement, au prochain séminaire des référents DREAL réserve, qui ne sont pas forcément... Enfin, voilà, ce n'est pas l'ensemble des DREAL, mais en tout cas les référents en réserve. On va reparler du projet et puis de comment on peut les accompagner sur ce sujet-là. Bon, je vous propose que ce soit le mot de la fin. Il n'y a pas personne qui prend la parole. S'il y a une dernière question. Pour les sites outre-mer, l'objectif est de tester la méthode et le guide au même titre que dans les 15 sites tests en métropole. Oui, à peu près. Voilà, quelle sauce tu vas être mangé. Donc, effectivement, dans les suites, c'est ce qu'on disait plutôt au début. On va expérimenter sur 5 sites en Outre-mer la démarche dans le cadre du Live Biodifrance porté par l'OFB. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour vos questions, votre attention. On mettra en ligne donc, la rediffusion du webinaire et le diaporama dans les prochains jours, sans doute la semaine prochaine. Et puis, voilà, n'hésitez pas à garder le contact avec la plateforme et puis à suivre nos nouvelles via la newsletter. Et puis, on se retrouve sans doute pour d'autres webinaires en fin d'année ou l'année prochaine, puisqu'on va essayer de garder quand même une animation et des webinaires, même si ce ne sera plus Nature Adapt dans le cadre du live. Mais voilà, on va quand même garder notre activité sur ce sujet-là. Merci à tous. Bon appétit, bel été.